Encore un pauvre paysan perdu dans la ville. Sors d'ici avant de tout salir dans le magasin. Quelque chose dans le regard de ce vieil homme fit que le directeur commercial perdit complètement son calme. Il criait, pointait du doigt, riait comme jamais auparavant. Les vendeurs au fond du magasin éclatèrent également de rire. Tout le monde riait de l'homme de 71 ans, vêtu de vêtements rapiécés et portant un sac usé suspendu à son bras. Mais personne ne remarqua. Pendant que tout le monde riait, le vieil homme ne cligna pas des yeux, ne trembla pas, ne lâcha pas ce sac. Ses yeux portaient quelque chose que personne ne pouvait déchiffrer là-bas. De la certitude, du calme, un secret. Il y avait quelque chose dans ce sac qui, dans 23 minutes, allait faire taire chaque rire. Quelque chose qui allait faire tomber un homme puissant à genoux. Quelque chose qui allait prouver une vérité que tout le monde prétendait ignorer. Ce qui était sur le point de se produire allait changer cet endroit, ces gens, ce moment pour toujours. 2 jours plus tôt, par une journée étouffante de juillet à Querétaro, l'odeur des tortillas chaudes et du café en pot d'argile flottait sur l'avenue des constitutionnalistes lorsqu'Esteban Morales, 71 ans, descendit d'un bus interurbain, le sac à provisions pendu à son bras. Ses bottes de travail, usées par des décennies de terre et de soleil, laissèrent de petites traces de boue sèche sur le trottoir brillant. Le ciel était clair, mais on sentait quelque chose dans l'air, une tension électrique qui précède les tempêtes ou les changements irréversibles. Esteban ne le savait pas encore, mais il était sur le point d'entrer dans un bâtiment où il serait humilié des manières les plus cruelles et où il obtiendrait également la plus douce vengeance qu'un homme de son âge pourrait connaître. Le concessionnaire automobile Salazar Motors était un temple d'acier et de verre trempé. Les tours des camions Kenworth, Freightliner et Volvo s'élevaient comme des monuments au progrès industriel mexicain. Le sol en marbre brillait sous des lumières LED qui consommaient en plus d'électricité en une journée que la maison d'Esteban n'en utilisait en une année entière. L'air conditionné maintenait la température intérieure à 18 degrés, tandis qu'à l'extérieur, Querétaro se languissait sous 38 degrés à l'ombre. C'était un monde construit pour intimider, pour séparer les possédants des non-possédants, pour clarifier qui appartenait ici et qui n'y appartenait pas. Esteban poussa la porte vitrée tournante. L'air glacial le frappa au visage comme une gifle. Il cligna des yeux, adaptant sa vision à la lumière artificielle. 3 vendeurs parlaient-en près d'une table centrale où des magazines de luxe étaient parfaitement alignés. Mauricio Vega, 29 ans, fut le premier à remarquer le vieil homme. Il donna un coup de coude à son collègue, Daniel Ruiz, 35 ans. Les deux sourirent avec ce sourire qui dit « Regarde qui est entré ». La 3e vendeuse, Sofia Delgada, 38 ans, se contenta de soupirer et de retourner taper sur son téléphone portable. Elle avait déjà vu ce film. Mais ce qu'aucun des 3 ne savait, ce qu'ils ne pouvaient imaginer même dans leur pire cauchemar, c'est que ce vieux paysan portait quelque chose qui allait complètement briser la confiance qu'ils avaient en leur propre perception. Quelque chose qui, une fois révélé, ferait pleurer Mauricio dans la salle de bain. Quelque chose qui forcerait Daniel à appeler sa mère et à demander pardon d'être devenu le genre de personne qu'il avait juré de ne jamais être. Et Sofia aurait une crise de conscience d'une telle profondeur qu'elle changerait de carrière dans les 3 mois. Pour l'instant, rien de tout cela ne s'était produit. Pour l'instant, il n'y avait que 3 vendeurs regardant un vieil homme avec un sac à provisions. Esteban marchait lentement entre les camions brillants. Ses yeux petits et profonds comme d'anciens puits examinaient chaque détail avec la connaissance de celui qui comprend ses machines. Il passa sa main sur la carrosserie d'un Kenworth Bobtail 900 rouge métallisé. Le métal était froid sous ses paumes calleuses. Il y avait quelque chose de réconfortant là-dedans, comme toucher un vieil ami. Et il y avait autre chose, quelque chose que les 3 vendeurs ne pouvaient pas voir parce qu'ils étaient trop occupés à juger la boue sur ses bottes et la pièce sur sa chemise. Esteban savait exactement combien coûtait ce camion. Non pas parce qu'il l'avait lu dans une brochure, mais parce qu'il en avait acheté des dizaines lui-même au fil des décennies. Mauricio s'approcha le premier, ajustant sa cravate coûteuse et arborant un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider avec quelque chose ?» Sa voix avait ce ton condescendant que les gens bien habillés utilisent avec les gens mal habillés, comme s'il parlait à un enfant ou à quelqu'un qui ne comprenait pas tout à fait la langue. « Je veux parler de camion », répondit Esteban d'une voix calme. Sa diction était claire, mesurée, chaque mot choisi avec soin. Il n'y avait pas de précipitation en lui. Les gens comme Esteban ne se précipitaient même pas parce qu'ils avaient entrepris au cours de décennies de travail acharné que les bonnes choses prenaient du temps et que les gens pressés prenaient généralement de mauvaises décisions. Daniel les rejoignit, les bras croisés sur sa poitrine dans un geste inconscient de supériorité. « Ces camions ne sont pas bon marché, mon pote. Nous parlons de millions de pesos.
Avez-vous une entreprise de transport, une inscription fiscale quelconque ? La question était pleine de doutes, une méfiance mal dissimulée. Esteban ne répondit pas immédiatement. Il continua de regarder le Kenworth rouge, caressant le rétroviseur latéral chromé. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans ce silence. Comme si le vieil homme était ailleurs, à une autre époque, peut-être se souvenant du premier camion qu'il avait acheté 47 ans plus tôt, quand il était un jeune homme de 24 ans avec plus de rêves que d'argent. Ou peut-être qu'il était simplement en train de décider si ces personnes méritaient son attention. Mauricio et Daniel échangèrent un regard. Sofia s'approcha, curieuse malgré elle. « Monsieur », insista Mauricio, avec une impatience croissante dans la voix, « si vous n'avez pas une intention d'achat sérieuse, je vous demanderai de... »« Je veux 100 camions », coupa Esteban, ne les regardant toujours pas. Sa voix était calme comme de l'eau stagnante. « Kenworth, Freightliner, peu importe. J'ai besoin d'agrandir ma flotte. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement des lumières LED au plafond. Daniel fut le premier à rire. Un rire court et sec qui sortit comme un aboiement. Mauricio suivit, et bientôt tous deux riaient ouvertement, n'essayant même pas de le cacher. Sofia ne riait pas, mais ses yeux montraient la même incrédulité. 100 camions. Ce vieil homme avec des bottes sales et un sac à provisions voulait 100 camions. C'est alors que la porte du bureau au 2e étage s'ouvrit. Rodrigo Salazar, 42 ans, descendit les escaliers de verre avec des pas lourds. Chaque marche résonnait de son autorité. Il avait les cheveux lissés en arrière avec du gel, un costume Armani gris qui coûtait plus qu'une voiture populaire, et cette expression d'un homme constamment déçu par le monde. Ses yeux sombres balayèrent dans la scène en bas. 2 vendeurs qui riaient, une vendeuse qui regardait, et au centre le vieux paysan qui n'appartenait clairement pas à cet endroit. Que se passe-t-il ici ? La voix de Rodrigo coupa l'air comme un couteau. Mauricio et Daniel se redressèrent immédiatement comme des soldats devant un général. « Rien, patron », répondit rapidement Mauricio. « Juste un monsieur qui... » Il ne savait pas comment finir la phrase sans paraître cruel. Mais Rodrigo n'avait pas besoin d'explication. Il avait vu le sac à provisions, vu les bottes sales, vu le chapeau de paille, et il avait tiré ses propres conclusions, rapides et cruelles, comme toujours. Rodrigo descendit les dernières marches et s'approcha d'Esteban avec des mouvements délibérés. Il s'arrêta à moins d'1 mètre du vieil homme, envahissant délibérément son espace personnel. C'était une technique qu'il utilisait pour intimider, pour établir la domination. Elle fonctionnait avec les fournisseurs, avec les concurrents, avec les subordonnés. Mais lorsqu'il regarda dans les yeux d'Esteban Morales, quelque chose d'étrange se produisit. Le vieil homme ne détourna pas le regard, ne recula pas, il resta juste là, ferme comme un vieil arbre qui avait déjà survécu à d'innombrables tempêtes. « Monsieur !» commença Rodrigo avec cette voix qu'il réservait aux personnes qu'il considérait inférieures à lui. « Ceci est un concessionnaire de camions. Ici, nous vendons de l'équipement lourd à des entreprises sérieuses avec un capital sérieux. Si vous cherchez un emploi de chauffeur, il y a un bureau de placement à 3 pâtés de maison d'ici. » Esteban cligna lentement des yeux. Lorsqu'il parla, sa voix resta calme, mais il y avait autre chose en elle, de la fermeté, de la certitude. « Je ne cherche pas de travail, je cherche à acheter 100 camions. » Rodrigo rit, mais ce n'était pas un rire d'amusement. C'était le rire d'un homme qui venait d'entendre quelque chose de si absurde que cela frôlait l'insulte. 100 camions. Écoutez, grand-père, savez-vous combien coûtent 100 camions ? Il se tourna vers ses vendeurs, gesticulant de manière dramatique. Ce vieil homme pense que c'est le marché. Plus de rire. Mauricio et Daniel riaient trop fort, cherchant à plaire au patron. Sofia ne riait pas, mais elle n'intervint pas non plus. Esteban posa le sac à provisions sur la table centrale, juste à côté des magazines de luxe parfaitement alignés. Le contraste était brutal, le tissu usé du sac à provisions à côté du papier glacé brillant. Il ouvrit le sac avec des mouvements lents, presque rituels, et de l'intérieur, avec la prudence de celui qui manipule quelque chose de précieux, il sortit un dossier en carton jauni. Rodrigo croisa les bras, souriant toujours. « Ah, bien sûr, vous avez des documents. Un crédit Infonavit ?» Les rires des vendeurs revinrent, mais lorsqu'Esteban ouvrit le dossier et commença à étaler les documents sur la table un par un, le sourire de Rodrigo commença à disparaître. Vint d'abord le titre de propriété, puis un autre et un autre. Des terrains à Guanajuato, des terrains à Querétaro, des terrains à San Luis Potosí. Chaque document était timbré, notarié, légal. Et puis vinrent les relevés bancaires de Bamex, BBVA, Santander. Des chiffres avec beaucoup de zéros. Tellement de zéros que Mauricio dut compter 2 fois pour y croire. Le silence revint, mais maintenant il était différent. Ce n'était pas le silence du rire prêt à exploser. C'était le silence du choc, de la terrible reconnaissance qu'une erreur horrible avait été commise.
Daniel sentit ses mains devenir froides. Mauricio sentit un nœud dans son estomac. Sofia ferma les yeux pendant une longue seconde. Et Rodrigo Salazar, PDG du concessionnaire automobile le plus prestigieux de Querétaro, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De la peur, de la vraie peur, de la panique authentique. Parce que ces documents prouvaient donc quelque chose qui détruisait complètement le monde ordonné qu'il avait construit. Ils prouvaient tôt que les apparences étaient trompeuses, que ses premières impressions, si fiables pendant si longtemps, étaient totalement inutiles. Et pire encore, il prouvait qu'il venait d'insulter l'un des hommes les plus riches de la région devant son équipe, devant des témoins. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait encore, ce qui serait révélé plus tard, lorsqu'un appel téléphonique changerait tout, c'est que Esteban Morales n'était pas seulement riche. Il était l'homme qui finançait 3 écoles rurales, l'homme qui employait plus de 200 familles, l'homme qui, par une coïncidence purement incroyable, était l'ami d'enfance du frère de Rodrigo. Et lorsque ce frère apprendrait ce qui s'était passé ici aujourd'hui, lorsqu'il entendrait comment Rodrigo avait traité Don Esteban, il y aurait des conséquences qu'aucun argent ne pourrait acheter. Rodrigo Salazar se tenait devant le bureau couvert de preuves de sa propre stupidité, cherchant désespérément des mots qui pourraient annuler les 5 dernières minutes, et n'en trouvant aucun. Esteban toucha légèrement un des relevés bancaires, lissant un pli dans le coin du papier. Ses doigts, marqués de callosité et de cicatrices de décennies de travail, contrastaient avec le marbre froid du bureau. Il ne regarda pas Rodrigo immédiatement. Il laissa le silence faire le travail difficile. Il laissa la réalisation pénétrer brutalement et complètement dans l'esprit de chaque personne dans cette pièce. Mauricio fut le premier à tenter de réparer les dégâts. « Seigneur Morales » Sa voix était tremblante. « Nous ne savions pas que vous étiez. » Mais Esteban leva la main. Un simple geste, presque délicat, mais qui fit taire instantanément le vendeur. « Ne saviez pas quoi ?» La question d'Esteban était douce, mais chaque mot portait le poids d'une sentence. Ne saviez pas qu'un homme en tenue simple pouvait avoir de la dignité? Ne saviez pas que le respect ne se mesure pas à la marque des chaussures? Il fit une pause, laissant les questions flotter dans l'air glacial du concessionnaire. Ou ne saviez-vous tout simplement rien? Rodrigo tenta de reprendre le contrôle. C'était ce qu'il faisait, contrôler les situations, dominer les conversations. Il ouvrit la bouche pour parler, mais quelque chose dans l'expression d'Esteban le fit hésiter. Il y avait quelque chose là, quelque chose de plus que de la colère ou de l'indignation. Il y avait de la déception, et d'une certaine manière, c'était pire. « Écoutez, Don Esteban » commença Rodrigo, changeant complètement de ton, adoptant cette voix qu'il utilisait avec les clients importants. « Il y a eu un terrible malentendu. Mes employés sont nouveaux, ils n'ont pas d'expérience. Ils jetaient ces vendeurs sous le bus sans même scier. Mauricio et Daniel l'entendirent et sentirent quelque chose mourir en eux. La loyauté qu'ils avaient envers le patron, déjà fragile, se fissura comme du verre sous la pression. Mais Esteban n'était pas intéressé par les excuses. Il commença à rassembler ses documents un par un avec la même prudence calme et rituelle qu'il avait utilisée pour les sortir. Il plia soigneusement chaque papier, le remettant dans le dossier jauni. C'était un geste final, une porte qui se fermait. « Non, dit simplement Esteban, je ne veux plus acheter ici. » Et c'est alors que tout s'effondra vraiment, car Rodrigo Salazar ressentit, pour la première fois en 15 ans de carrière, la panique réelle de la perte. Pas juste une vente, mais la vente de 100 camions. Il représentait un peu plus de commissions qu'il n'en gagnerait en une année entière. Il représentait des bonus, des promotions, des reconnaissances, et cela lui échappait entre les doigts comme du sable. « Attendez, s'il vous plaît. » Rodrigo fit un pas en avant, tendant la main comme s'il voulait physiquement empêcher Esteban de partir. « Laissez-moi compenser. Je peux vous offrir une réduction spéciale, des conditions de paiement flexibles, tout ce dont vous avez besoin. » Esteban s'arrêta, mais ne se retourna pas. Il parla en regardant la porte vitrée, la rue ensoleillée à l'extérieur, où sa vie simple et honnête l'attendait. « Le problème, Seigneur Salazar, est que vous pensez que cela se résout avec de l'argent, qu'une réduction efface l'humiliation, que les conditions de paiement rachètent ma dignité. » Il se retourna alors, et ses yeux rencontrèrent ceux de Rodrigo. « Mais il y a des choses que l'argent n'achète pas, et vous venez de découvrir exactement lesquelles. » Le téléphone portable de Rodrigo vibra dans sa poche. Il l'ignora. Il vibra encore et encore, avec insistance. Agacé, il sortit l'appareil. 43 appels manqués, tous du même numéro. Celui de son frère, Andrés Salazar. Quelque chose de glacial parcourut l'échine de Rodrigo. Andrés n'appelait jamais autant de fois, à moins que ce ne soit urgent, à moins que ce ne soit... Il répondit, se tournant légèrement. « Andrés, je suis occupé. »
La voix de l'autre côté explosa avant qu'il ne puisse finir, assez fort pour que tout le monde dans le concessionnaire entende des fragments. « Qu'est-ce que tu as fait, bordel ?» La fureur d'Andrés traversa le téléphone comme une vague de chaleur. « Don Esteban Morales, tu sais qui c'est ? C'est mon ami d'enfance, l'homme qui m'a prêté de l'argent quand papa était mort. Et tu l'as traité comme… » Le visage de Rodrigo perdit toute lumière, littéralement. C'était comme de la peinture qui s'écoulait d'une toile. Il regarda Esteban et ne vit plus seulement un client riche qu'il avait insulté, mais un homme qui avait des liens profonds avec sa propre famille. Un homme que son frère aîné, l'homme qu'il respectait le plus au monde, considérait comme un héros personnel. Mauricio et Daniel assistèrent à cette transformation avec un sentiment mêlé d'horreur et de satisfaction sombre. Voir le patron s'effondrer, voir l'homme qui les avait mis en cause faire face à ses propres conséquences, avait la saveur douce amère de la justice poétique. Rodrigo raccrocha avec des mains tremblantes. Lorsqu'il parla, sa voix était complètement différente, brisée. « Je suis désolé, Don Esteban, Mon frère… » Il ne put finir. Les mots moururent dans sa gorge. Esteban l'observa silencieusement pendant un long moment, puis quelque chose d'inattendu se produisit. Il soupira. Non pas un soupir de colère ou de victoire, mais un soupir de fatigue de quelqu'un qui avait vu ce film de nombreuses fois. « Votre frère est un homme bon, » dit finalement Esteban. « Andrés m'a sauvé la vie il y a de nombreuses années, quand je n'étais personne, quand j'étais le pauvre type que vous pensez que je suis maintenant. Vous vous souvenez quand Esteban est entré par la porte tournante et que les vendeurs riaient, vous vous souvenez de ce moment ? Maintenant, vous comprenez pourquoi il n'a pas bronché, pourquoi ses rires ne l'ont pas atteint. Parce qu'Esteban Morales avait déjà fait face à des préjugés bien pires. Il avait déjà été craché dessus, poussé, humilié d'une manière qui aurait fait pleurer ces jeunes vendeurs. Et il avait survécu. Plus encore, il avait prospéré. Chaque insulte s'était transformée en carburant. Chaque porte fermée était devenue une motivation pour ouvrir la sienne. Ce sac à provisions était le même que sa mère utilisait 50 ans plus tôt, vendant des tortillas dans la rue pour nourrir 7 enfants. Il le portait non pas par nécessité, mais par mémoire, pour ne jamais oublier d'où il venait. Sofia, qui était restée silencieuse pendant toute la scène, fit un pas en avant. Sa voix était basse, mais ferme. « Don Esteban, je n'ai pas ri, je n'ai rien dit, mais c'est presque pire, n'est-ce pas ?» Il y avait des larmes dans ses yeux, car voir l'injustice et ne rien faire, c'est être complice. Et j'ai été complice aujourd'hui. Esteban la regarda vraiment, et pour la première fois, depuis qu'il était entré, quelque chose s'adoucit dans son expression. « Au moins vous êtes honnête, señorita, c'est déjà un début. » Rodrigo déglutit, son téléphone vibra à nouveau. Andrés était probablement déjà en route, probablement sur le point de faire une scène qui détruirait toute réputation restante de Rodrigo. Il devait faire quelque chose, n'importe quoi. « Don Esteban, je sais que je ne mérite pas de seconde chance. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je vous en supplie. » Sa voix tremblait. Le PDG, qui intimidait les fournisseurs et humiliait les subordonnés, suppliait maintenant. « Mon frère a raison. Vous méritez le respect. Vous méritez des excuses. Vous méritez ce que je mérite ?» l'interrompit Esteban. « Une vente ? Une affaire spéciale ? Non, Seigneur Salazar. Je mérite ce que tout le monde mérite. La dignité de base, c'est tout. Je ne demande pas de privilèges. Je demande seulement à ne pas être traité comme un déchet à cause de bottes sales. » Le silence qui suivit était différent de tous les précédents. Ce n'était pas le silence du choc ou de la honte, c'était le silence de la vérité qui s'absorbe, d'une leçon qui est apprise. Chaque personne dans cette pièce traversait un moment de réalisation. Un de ces rares moments de la vie où l'on se voit clairement, sans filtre, sans excuse, et l'on n'aime pas ce que l'on voit. Mauricio essuya les larmes qui avaient commencé à couler sans sa permission. Daniel regarda ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre, comme s'il ne reconnaissait pas l'homme qui riait du vieil homme 3 minutes plus tôt. Sofia se mordait la lèvre, luttant contre les larmes. Et puis la porte du concessionnaire s'ouvrit brusquement. Andrés Salazar entra comme un ouragan. Il avait 48 ans. Des cheveux grisonnants et une présence qui remplissait l'espace. Ses yeux cherchèrent et trouvèrent Esteban immédiatement. « Don Esteban !» Il traversa le concessionnaire à grandes enjambées et serra le vieil homme dans ses bras avec une force sincère. Esteban sourit pour la première fois. Un petit sourire, mais authentique. « Andrés, mon garçon !» dit Esteban, et il y avait de l'affection dans cette voix. « Tu n'aurais pas dû venir. » « Comment ne pas venir ?» Andrés recula, tenant les épaules d'Esteban à 2 mains. « Quand ma femme m'a raconté que mon frère… » Il se tourna vers Rodrigo, et le regard qu'il lui lança aurait pu faire fondre l'acier. « Tu as fait ça. » Rodrigo ne put soutenir le regard de son frère. Il baissa la tête comme un enfant réprimandé par son père. « Andrés, je ne savais pas… » « Tu ne savais pas ?» Andrés laissa échapper un rire amer. «
Bien sûr que tu ne savais pas, car tu te soucies plus du costume que porte un homme que de ce que cet homme porte à l'intérieur. Il se tourna à nouveau vers Esteban. Don Esteban, tout ce dont vous avez besoin, je m'en occuperai personnellement. Oubliez ce concessionnaire. Je connais les propriétaires de compagnies de transport dans le Nord. Mais Esteban leva à nouveau la main, ce geste simple mais puissant. Andrés, tout va bien. Je partais déjà. Il prit son sac à provisions, ajusta son chapeau. Il y a un autre concessionnaire à Guadalajara. Ils disent bon qu'ils traitent bien les gens là-bas. Peut-être que j'irai là-bas. Et c'est à cet instant que Rodrigo Salazar prit la décision la plus importante de sa vie. Elle n'était pas calculée, pas stratégique, elle était instinctive, pure. Il s'agenouilla juste là, au milieu du concessionnaire en marbre, devant ses vendeurs, devant son frère, il s'agenouilla devant Esteban Morales. Don Esteban, sa voix était un murmure rauque, je ne vous demande pas d'acheter ici. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande seulement de me permettre d'apprendre, de me permettre de changer, parce que vous avez raison. J'ai une entreprise prospère, mais je suis un homme vide, et je ne veux pas être ce genre de personne pour le reste de ma vie. Mauricio ouvrit grand les yeux. Daniel couvrit sa bouche avec sa main. Sofia pleurait ouvertement. Voir Rodrigo Salazar, l'homme le plus fier qu'ils aient jamais connu, à genoux sur le sol, reconnaissant ses erreurs, était quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait jamais imaginé. Esteban regarda le PDG à genoux, l'homme brisé et cherchant la rédemption. Et quelque chose changea dans ses yeux, parce qu'Esteban Morales se souvint de quand lui-même avait été à genoux, pas littéralement, mais spirituellement, quand la vie l'avait mis à terre tant de fois qu'il avait pensé à abandonner. Et il se souvint de qui l'avait relevé, des gens qui n'avaient aucune obligation de l'aider, des gens qui voyaient de la valeur là où d'autres ne voyaient rien. « Levez-vous, Seigneur Salazar », Esteban tendit la main, non pas pour serrer la main de Rodrigo, mais pour l'aider à se lever. Les hommes ne devraient pas s'agenouiller devant d'autres hommes. Rodrigo prit la main tendue, et lorsqu'il se leva, il y avait quelque chose de différent en lui, comme si ces secondes passées sur le sol avaient en brisé puis reconstruit quelque chose d'essentiel. Andrés regarda tout cela en silence, et il y avait de la fierté dans son expression. Non pas pour son frère, mais pour son ami, pour Don Esteban, qui, ayant tout à fait le droit d'écraser, avait choisi d'élever. « Il y a une chose que vous devez comprendre, » dit Esteban, regardant maintenant tout le monde dans la pièce. « L'argent va et vient, le succès monte et descend. Mais le caractère, est la seule chose qui nous reste quand tout le reste s'effondre. Et aujourd'hui, vous avez tous eu l'occasion de voir votre propre caractère réfléchi. La question est de savoir ce que vous allez faire de ce que vous avez vu. » Mauricio fit un pas en avant. Sa voix était pleine d'émotion. « Je vais changer, Don Esteban. Je jure que je vais changer. » Ce n'était pas des paroles en l'air. Il y avait quelque chose de brisé et d'honnête là-dedans. Daniel hocha la tête, incapable de parler. Les larmes coulaient franc librement sur son visage. Sofia s'approcha d'Esteban et, sans permission, le serra dans ses bras. « Merci, murmura-t-elle. Merci de ne pas nous avoir détruits, de nous avoir appris au lieu de nous punir. » Esteban lui tapota doucement le dos. « Nous méritons tous des secondes chances, ma fille. J'en ai eu aussi. » Rodrigo essuya discrètement ses yeux. Lorsqu'il parla à nouveau, il y avait une nouvelle qualité dans sa voix, de la vulnérabilité. « Don Esteban, si vous avez toujours besoin de 100 camions, je veux les gagner. Pas avec des réductions ou des astuces de vente. Je veux les gagner en vous montrant que je peux changer, que je peux être le genre d'entrepreneur que vous méritez. » Esteban prit son dossier jaune et le remit dans son sac à provisions. Il regarda par la fenêtre, pensif. Le soleil de Querétaro brillait vivement à l'extérieur. La vie continuait. Les gens se pressaient sur le trottoir, totalement inconscients du drame qui s'était déroulé à l'intérieur. « Je vais y réfléchir, dit-il finalement. Je viendrai demain à 10h du matin et nous verrons. » Ce n'était pas une promesse, mais ce n'était pas un refus non plus. C'était quelque chose de plus précieux. C'était une opportunité, une chance. Et parfois, une chance est tout ce dont un homme a besoin. Esteban Morales ne revint pas le lendemain à 10h du matin, ni à 11h, ni à midi. Le concessionnaire était impeccable. Rodrigo avait ordonné que le marbre soit poli 2 fois. Mauricio et Daniel étaient arrivés 1 heure plus tôt dans de nouveaux costumes et avec une expression nerveuse. Sofia avait apporté du café frais et du pain sucré au cas où Don Esteban accepterait. Andrés était également là, assis sur une chaise près de l'entrée, observant la transformation de son jeune frère. À 1h de l'après-midi, Rodrigo commença à accepter ce qui semblait inévitable. Don Esteban ne viendrait pas, et il était en droit de ne pas venir. Pourquoi revenir dans un endroit où il avait été humilié ? Pourquoi donner une seconde chance à des gens qui ne lui avaient même pas donné la première ? C'est alors que le téléphone de la réception sonna.
La secrétaire répondit, écouta une minute et regarda Rodrigo avec des yeux écarquillés. « Seigneur Salazar, 100 camions sont en train d'être livrés à l'entrée. » Tout le monde courut aux fenêtres et il y avait une véritable flotte de camions, garés en ligne sur l'avenue des Constitutionnalistes. Kenworth, Freightliner, Volvo. Certains avec 10 ans de service, d'autres avec 15. Peints dans des couleurs délavées, avec des bosses ici et là, mais tous fonctionnant parfaitement. Et en tête de la colonne, conduisant un Kenworth bleu délavé, se trouvait Esteban Morales. Il descendit de la cabine avec le même calme que toujours, ajusta son chapeau, prit son sac à provisions et se dirigea vers l'entrée du concessionnaire où 5 personnes l'attendaient avec une expression de choc total. « Bonjour, dit Esteban. J'ai juste apporté mes vieux camions. Je veux les échanger contre des neufs. » Rodrigo était figé. « Don Esteban, c'est ma flotte actuelle, » continua Esteban. 100 camions, certains avec plus de 10 ans de service. J'ai pensé qu'il serait plus facile de les apporter ici plutôt que de vous faire sortir un par un jusqu'à mes entrepôts. Il fit une pause observant le visage de chaque personne. Bien sûr, si vous voulez toujours travailler avec moi. Mauricio fut le premier à réagir. Il courut littéralement vers Esteban et lui serra la main à 2 mains. « Don Esteban, bien sûr que nous allons faire la meilleure affaire de votre vie. » Il y avait à nouveau des larmes dans ses yeux, mais maintenant c'étaient des larmes de gratitude, de soulagement, de seconde chance donnée. Daniel les rejoignit et Sofia et bientôt tout le monde était autour d'Esteban, parlant en même temps, offrant de l'aide, s'excusant à nouveau, promettant un excellent service. Mais Esteban regardait Rodrigo. Le PDG se tenait à quelques mètres derrière, immobile, avec une expression qu'Esteban reconnut, car c'était la même qu'il avait eue des dizaines d'années plus tôt, lorsque quelqu'un lui avait donné une chance qu'il ne méritait pas. « Seigneur Salazar, appela Esteban. » Rodrigo s'approcha lentement. « Hier, vous avez dit que vous vouliez gagner cette vente. Le voulez-vous toujours ?» Rodrigo hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. « Alors gagnez-la, » dit Esteban. « Traitez mes chauffeurs avec respect lorsqu'ils viennent d'eux pour l'entretien. Traitez le mécanicien qui vérifie mes camions comme votre égal, parce qu'il l'est. Traitez chaque personne qui entre par cette porte comme si cela pouvait être moi déguisé, parce que d'une certaine manière, nous le sommes tous. Vous vous souvenez au début, quand Esteban a dit qu'il y avait quelque chose dans le sac qui allait briser la confiance des vendeurs? Ce n'était pas seulement les documents. C'était le fait qu'un homme jugé comme un pauvre était en réalité l'un des plus gros clients potentiels que le concessionnaire recevrait jamais. Mais plus encore, c'était la leçon qu'il apportait. La leçon selon laquelle la valeur humaine n'a pas de forme, n'a pas d'étiquette de prix, et que juger est facile, mais voir est difficile. Voir l'humanité complète de quelqu'un au-delà des apparences est un talent qui se développe, non pas quelque chose que l'on sait en naissant. Les heures suivantes furent une course. Rodrigo coordonna personnellement l'évaluation de chaque camion d'occasion. Mauricio et Daniel travaillèrent ensemble pour préparer des contrats équitables. Pas seulement rentables, mais justes. Sofia servait du café à chaque chauffeur qui avait amené les camions. Elle apprit leur nom, demanda de leur famille. Andrés observait tout cela depuis un coin avec un sourire fier. À un moment donné, il s'approcha de son jeune frère. « Tu vois, Rodrigo, c'est ce que j'ai essayé de t'apprendre pendant des années, mais parfois les leçons viennent d'où on s'y attend le moins. » Rodrigo hocha la tête, mais ses yeux étaient fixés sur Esteban, qui discutait maintenant vivement avec un des chauffeurs de couple et de cylindre. « Andrés, j'ai failli tout perdre parce que j'étais un idiot, parce que je pensais que l'apparence disait tout. »« Mais tu n'as pas perdu, » répondit Andrés, posant une main sur l'épaule de son frère. « Parce que Don Esteban est une meilleure personne que toi, que moi, que la plupart des gens, mais maintenant tu as l'opportunité d'apprendre à être comme lui. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur Querétaro, peignant le ciel en orange et rose, la négociation était conclue. 18 millions de pesos, 100 camions neufs. Livraison prévue sur les 3 prochains mois, garantie étendue, entretien inclus. Et, plus important encore, une relation construite non pas sur des réductions et de belles paroles, mais sur le respect mutuel et les secondes chances. Esteban signa le dernier document et se leva pour partir. Rodrigo l'accompagna à la porte. « Don Esteban, avant de partir, pourquoi nous avez-vous donné cette opportunité? Vous auriez pu aller à Guadalajara, à Mexico, n'importe où ailleurs ?» Esteban ajusta son chapeau et regarda Rodrigo dans les yeux. « Parce que, il y a 30 ans, quand j'étais jeune et stupide, j'ai insulté un vieil homme qui venait demander du travail pour mon premier camion. Je lui ai dit des choses horribles, qu'il était vieux, inutile, qu'il devrait prendre sa retraite. Il fit une pause et, pour la première fois, il y avait de la douleur dans sa voix. Cet vieil homme m'a donné une leçon similaire. Il m'a quand même embauché, m'a appris à être meilleur, et quand il est mort, il m'a laissé ce camion, le premier de ma flotte. » La révélation tomba comme une bombe silencieuse. Rodrigo sentit ses jambes flageoler.
Alors je ne fais que transmettre ce que quelqu'un m'a donné, Seigneur Salazar. De la compassion, de la patience, la foi que les gens peuvent changer. Il tendit la main. Prouvez-moi que je n'ai pas eu tort. Rodrigo serra la main offerte, et cette fois, ce n'était pas une poignée de main d'affaires, c'était un pacte. Je ne vous décevrai pas, Don Esteban, je jure que je ne vous décevrai pas. 3 mois plus tard, par un jour de pluie d'octobre, Mauricio servait un jeune homme qui était entré dans le concessionnaire avec des vêtements trempés et des bottes boueuses. Le gars voulait des informations sur le financement. Il avait peu d'argent, pas de beaux vêtements, mais il avait des rêves. Mauricio ne rit pas, ne jugea pas. Il s'assit avec lui servit un café chaud et passa 2 heures à lui expliquer chaque option disponible. Le jeune homme n'acheta rien ce jour-là, mais il revint 6 mois plus tard avec son père, un agriculteur de Guanajuato, et ils conclurent l'achat de 5 camions. Daniel lança un programme au concessionnaire offrant un entretien gratuit 1 fois par mois pour les chauffeurs à faible revenu. Sofia créa un fonds de bourse d'études pour les enfants de chauffeurs de camions qui voulaient étudier l'ingénierie. Et Rodrigo Salazar ne jugea plus jamais personne sur l'apparence, mais plus important encore, il apprit à voir au-delà des vêtements et des voitures, voir l'histoire écrite sur des mains calleuses, voir la dignité dans des yeux fatigués, voir l'humanité là où il ne voyait auparavant que le potentiel de profit. Esteban Morales continua de conduire ses nouveaux camions, de visiter ses entrepôts, salissant ses bottes avec de la terre et de l'huile. Mais maintenant, il s'arrêtait parfois chez Salazar Motors, non pas pour acheter, mais juste pour un café, pour une conversation. Pour rappeler à tous que la véritable richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans le nombre de vies que l'on a touchées. Et chaque fois qu'il entrait par cette porte tournante avec son sac à provisions et son chapeau de paille, chaque personne dans ce concessionnaire se souvenait du jour où ils avaient ri, du jour où ils avaient été jugés, et du jour où ils avaient appris que l'humilité ne concerne pas ce que l'on possède, mais le respect que l'on a pour celui qui possède moins, ou celui que l'on croit posséder moins. Parce que parfois, les personnes les plus riches sont celles qui n'ont rien à prouver à personne.